Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir bravé donc la tempête et merci beaucoup à Web Today de m'inviter à parler de reconnaissance faciale. Donc, on va faire un petit voyage dans le temps. On va pour présenter la technologie, ce qu'on peut en faire et ce qu'elle génère comme crainte, mais aussi ce qu'elle génère comme opportunité, notamment dans l'expérience utilisateur en ligne. Donc juste quelques mots à propos de moi. Donc, je m'appelle Raphaël de Cormis. Mes parents auraient voulu probablement que je sois au ministère du numérique, mais finalement je m'occupe de l'innovation pour le groupe Thales. Et je crois que je trouve que c'est le dream job. J'aurais pas rêvé mieux. Et je m'occupe principalement d'identité digitale et de sécurité. Donc on est une équipe qui est dans 4 endroits dans le monde, donc à Paris, à Marseille, à Singapour et à San José. Et on a pour objectif de découvrir, de tester ce qui pourrait être le futur de l'identité numérique, de lancer des produits. On voit beaucoup d'utilisateurs, des gens, vous, moi, la manière dont ils utilisent leurs services en ligne, la manière dont ils les détournent aussi pour les usages, pour protéger leurs données. Et on joue beaucoup avec des technologies. Donc on regarde la blockchain pour pouvoir rendre l'identité dans les mains des utilisateurs, l'intelligence artificielle notamment pour voir comment certains hackers l'utilisent pour attaquer les systèmes de biométrie, on y reviendra. Ou encore beaucoup de cryptographie, de chiffrement, notamment ce qu'on appelle le chiffrement post-quantique, pour que vos petits-enfants ne puissent pas décrypter ce que vous mettez sur Tinder ces jours-ci. Donc voilà, donc ça c'est un ensemble de sujets qu'on traite de manière le plus pluridisciplinaire possible. Et un sujet, un gros domaine effectivement qui est important pour notre travail, mais qu'on pense effectivement très important dans le monde numérique, c'est cette brique biométrique et de reconnaissance faciale dont je vais vous parler. Donc on va recommencer autrefois. Avant, c'était mieux avant, paraît-il. On était dans un monde finalement où la confiance, elle se faisait sur la rencontre de gens. Donc on tapait dans la main, on se passait le bras sur l'épaule. Finalement, la confiance, c'était des gens qui se rencontraient, des gens qui se présentaient. Donc l'unicité finalement d'un groupe d'humains faisait qu'effectivement naissait une relation de confiance. Et le grand challenge du moment, c'est d'arriver à reproduire cet état d'esprit, ce partage, dans un monde numérique où il y a beaucoup plus de monde, plus de distance, moins de relations physiques. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer d'arriver à garder cette chaleur. Alors, comment on fait ? Il y a plusieurs étapes, mais en ce moment, on rentre vraiment dans une nouvelle ère, qui est une ère de convergence de 3 identités. Alors, quelles sont ces identités ? La première, c'est l'identité numérique. C'est les multiples, peut-être les centaines, milliers de centaines de passwords qu'on peut avoir, tous nos profils, toutes les données qu'on génère sur Internet. Elles nous définissent dans le monde numérique. Elles ont plusieurs facettes, bien sûr. On n'est pas la même chose sur Facebook, Instagram que sur LinkedIn, mais elles nous constituent, elles font partie de ce qu'on est sur le web. La deuxième identité, c'est notre identité physique, ce qu'on est quand on est dans la rue, quand on va acheter une baguette de pain, quand on se rencontre. Et finalement, c'est là où on évolue in real life. Et enfin, la troisième identité, c'est notre identité au regard de la loi. C'est notre identité civile, dans celle qu'on obtient quand on est via notre registre de naissance et qui nous suit dans notre document d'identité. Donc, ce qu'on appelle une identité civile ou une identité régalienne. Et en fait, en ce moment, s'ouvre vraiment, on pourrait dire une bataille, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui veulent entrer en jeu, de convergence de ces identités. Ce que nous sommes dans le monde réel va être rattaché de manière forte à notre identité numérique et va être aussi rattaché de manière forte à ce que nous sommes au regard de l'État. Donc cette convergence numérique, physique et civile se fait, et il y a des grands acteurs qui veulent posséder ou être en tout cas les opérateurs de cette identité convergente. Donc il y a 3 groupes. Le premier, c'est les GAFA, ou les Big Tech, pour ne pas pointer du doigt, les Big Tech en général,
Ils sont déjà très présents sur le web. Les sign-in with Google, sign-in with Facebook existent. Depuis 3 jours, il y a le sign-in with Apple qui existe aussi. Sign-in with Microsoft aussi. Ils ont effectivement tout en termes d'expérience développeur, d'expérience utilisateur, de facilité, de flow, pour être au cœur de cette identité convergente, sachant qu'ils ont déjà réussi à être majoritaires dans le monde numérique. Ensuite, il y a un acteur central, c'est les États. Les États, en France, on a France Connect, qui est une initiative qui permet de se connecter sur les différents services de l'État, différents services ministériels, les impôts, la CAF, la Sécu, effectivement, nous donne la possibilité de lier la partie civile à la partie numérique. La difficulté, effectivement, des États, c'est que l'opportunité pour eux, c'est qu'ils ont la force d'attester que c'est une identité civile, mais il faut qu'ils puissent le déployer largement, au-delà du domaine public, et qu'ils puissent le rendre le plus simple possible pour les utilisateurs et les développeurs. Et enfin, le dernier groupe qui pourrait tout à fait être en charge de cette identité numérique, convergente, sont des consortiums de banques, consortiums d'opérateurs téléphoniques. En Europe du Nord, par exemple, dans les 4 pays scandinaves, sont les banques qui ont fourni déjà depuis une quinzaine d'années un schéma d'identité numérique qui marche extrêmement bien. En Belgique, c'est les opérateurs télécoms qui se sont mis ensemble. En Amérique du Sud, au Brésil notamment, c'est les opérateurs télécoms qui proposent ces services-là, sur lesquels s'ajoutent des services en ligne et une attestation de l'État. Donc dans ce monde, qui est le monde d'aujourd'hui et de demain, on a cette convergence et cette identité numérique qui va nous aider à recréer ce côté chaleureux qu'on avait autrefois, de connaissance, de confiance. Et une des clés de l'unification de l'identité numérique, physique et civile, c'est la biométrie, puisque finalement, elle nous unit physiquement à l'ensemble des autres identités. Alors finalement, qu'est-ce que la biométrie ? Donc, la biométrie, c'est une mesure du corps humain ou d'artefacts du corps humain pour pouvoir être capable d'avoir une signature unique qui permet de nous différencier. Historiquement, c'était fin du 19e siècle, c'était mis en place autour des empreintes digitales, puisque c'était ce qui était laissé sur les scènes de crime pour pouvoir retrouver des suspects. Et donc, dès le début, fin 19e, début 20e, la biométrie a été très fortement utilisée et d'ailleurs imprégnée d'une connotation policière. Moi, j'ai commencé à travailler dans la biométrie dans les années 2000, et je pense qu'on aurait, pour des systèmes de vote et d'élection dans les pays qui décidaient pour la première fois d'organiser des élections et qui ne voulaient pas qu'il y ait des gens qui votent 2 fois, eh bien, j'aurais jamais cru que dans le grand public, on ait pu déployer de la biométrie, ce qu'Apple a fait en 2005. Parce qu'il y avait une connotation policière très forte et beaucoup d'inquiétudes autour de ça. Ensuite, effectivement, on a eu de la reconnaissance, alors, pour faire de la reconnaissance d'empreintes digitales, si vous regardez votre doigt, vous avez des lignes avec des fourches, des îles, des lignes qui s'arrêtent, donc ce qu'on appelle des minuties, donc plein de petites informations. Il y en a à peu près une centaine, entre 100 et 150 par doigt. Et à partir de ça, on a une représentation mathématique unique qui vous définit. C'est comme ça qu'on utilise les empreintes digitales. Donc on s'est dit dans les années 80 qu'on pouvait faire la même chose avec le visage. Donc on prendrait des points, l'écart des yeux, la hauteur de la tête, l'écartement des oreilles, la hauteur du nez, et avoir effectivement un certain nombre de points de mesure qui permettraient d'avoir une représentation mathématique unique pour les visages pour pouvoir distinguer les utilisateurs. Il se trouve que ça ne marche pas aussi bien que pour les empreintes digitales, et la techno n'a pas vraiment pris. On arrive dans les années 2010, explosion de la reconnaissance d'images grâce au machine learning et aux collections de données, et surtout au fait que la puissance de calcul est beaucoup moins chère grâce au cloud computing. Et finalement, on attaque le sujet de la reconnaissance faciale en surentraînant des algorithmes de machine learning sur de la reconnaissance d'images. Donc on spécialise ces algorithmes sur le visage. Et donc là, on a
un pic d'utilisation et une démocratisation de la biométrie faciale et de la reconnaissance faciale. Alors comment ça marche? Donc il y a 3 grandes étapes dans la biométrie et dans la reconnaissance faciale en particulier. Et il y a une étape d'enrôlement, c'est-à-dire qu'on va prendre une photo de vous sous le meilleur éclairage possible, le meilleur cadrage possible, qui va servir de référence. Donc en France, quand vous faites un passeport ou une carte d'identité, on prend une photo qui est inscrite dans la puce du document. Ensuite, on a une phase de stockage, donc soit dans un document, soit dans une base de données dans le cloud. Et ensuite, on va faire des vérifications. C'est-à-dire qu'on va prendre une photo de vous et on va faire une comparaison 1 contre 1 de la image de référence et de votre photo. Et puis, on va ressortir un score qui dira, le système pense que vous avez 99%, les images ont 99,99 chances de se ressembler. Donc la biométrie n'est pas un système d'authentification binaire, c'est pas ça marche pas, c'est vraiment un score. Donc chaque cas d'usage demande du réglage et de l'ajustement du niveau de score qui est accepté ou pas. Donc finalement, quand on sait ça, à quoi peut bien servir la biométrie? Donc il y a deux grands cas d'usage. Et la première, c'est le cas d'usage dans le monde physique. C'est-à-dire que dans les villes, il y a énormément de monde et le but, c'est de faciliter le traitement des foules, faciliter les flux. Dans la Smart City, il faut qu'on sache comment les gens se déplacent. Et donc, un des cas d'usage, c'est, d'ailleurs ce qui peut parfois inquiéter, c'est le traitement de foule. Mais il n'est pas là. Alors certes, il peut être là pour trouver les bad guys, mais il peut aussi être là pour faciliter l'expérience client. Un des cas d'usage les plus courants en ce moment, qui se développe, c'est l'expérience voyageur. Donc vous arrivez dans un aéroport, vous voulez prendre l'avion, donc vous vous enregistrez chez vous en ligne, vous donnez une photo de votre passeport, une photo d'un selfie, et ensuite quand vous allez à l'aéroport, vous allez vous approcher d'une borne qui va vous reconnaître, vous accueillir, donc bonjour monsieur Raphaël de Cormis, réémettre peut-être un boarding pass, et ensuite au fur et à mesure des étapes de déplacement dans l'aéroport, le passage automatisé de la frontière avec un portillon, le passage de la sécurité et l'embarquement, on ne va plus vous redemander de redonner votre papier, votre boarding pass. À chaque fois, on revérifiera votre visage. Et cette identité qu'on a créée de manière éphémère au moment où vous avez fait votre enregistrement, on va la détruire au moment où vous embarquerez. Vos données ne seront pas utilisées par ailleurs. Donc ça, c'est l'utilisation de la biométrie et de la reconnaissance faciale pour fluidifier l'expérience passager. On parle beaucoup effectivement du fichage, du tracking des personnes dans la vidéosurveillance. On y reviendra dessus, notamment sur le cadre légal. Et finalement, dans les cas d'usage qu'on voit et qui sont en nombre croissant, c'est surtout l'automatisation des bornes et de l'accueil client. Mais finalement, la biométrie, elle sert aussi beaucoup dans le monde numérique et dans le monde en ligne pour faciliter, pareil, l'expérience client. Donc l'idéal, c'est d'être toujours ça, comme cette photo là, dans son canapé, on navigue et on peut confirmer son identité. On peut, vous l'avez probablement dans vos téléphones, soit avec son empreinte digitale, soit avec son visage, pour pouvoir une fois de plus être à un niveau de confiance élevé, un niveau de sécurité élevé, mais sans avoir la complexité d'avoir un password ou des choses comme ça. Et donc finalement, là aussi, la biométrie et la reconnaissance faciale va faciliter l'expérience client et la fluidifier tout en maintenant un niveau de confiance et de sécurité très élevé. Alors finalement, très précisément, à quoi elle peut nous servir dans l'expérience en ligne? Donc la première chose, c'est qu'elle nous protège des bad guys, des méchants. Alors pourquoi elle fait ça? C'est qu'en fait, par exemple, quand vous faites un paiement en ligne, la carte bleue ne suffit plus. Il y a des trafics de numéros, des générateurs de numéros. Donc maintenant, les banques vous envoient un SMS qu'il faut aller chercher dans son téléphone qui n'est pas au même endroit. Donc on se lève de son canapé, c'est pénible. Ou alors il faut taper sur un pavé tournant pour valider son paiement, c'est encore pire, un clavier numérique tournant. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter le nombre de facteurs d'authentification. Et dans ce cas-là, la biométrie et la reconnaissance faciale peut être
un moyen d'ajouter à ce que l'on sait et ce que l'on a, ce que l'on est. Par ailleurs, dans beaucoup de domaines, notamment financiers, la législation demande à savoir qui est derrière une transaction. La lutte contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme, fait que chaque transaction financière, bancaire, de paiement, doit être attachée à un émetteur et un récepteur, dont on connaît l'identité. Et donc, la plupart des services de paiement, la plupart des banques en ligne demandent maintenant à ce qu'on fasse ce qu'on appelle un KYC, un Know Your Customer, où le client va donner un document d'identité en ligne avec son smartphone, il va prendre une photo, et donner un selfie de lui-même pour qu'on vérifie qu'il soit le bon porteur. Donc finalement, cette brique biométrique de reconnaissance faciale va aider à mieux connaître, d'un point de vue physique et légal, l'utilisateur des services de paiement. Un autre usage, c'est d'être sûr qu'il y ait bien quelqu'un derrière l'ordinateur en ligne. Donc on connaît tous les problèmes de fake news, de chatbots russes. Donc on veut qu'il y ait vraiment sur les plateformes des humains, que quand on fait une transaction sur un site de vente en ligne, on ne se fasse pas arnaquer et qu'il y ait quelqu'un qu'on puisse retrouver en cas de problème. Donc finalement, la reconnaissance faciale et la biométrie en particulier va nous permettre d'associer à une identité numérique une identité physique et de s'assurer qu'il y ait bien quelqu'un. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on est sûr que quelqu'un ne va pas prendre ma photo sur mon compte Facebook, l'imprimer et au lieu de faire un selfie, va mettre une photo comme ça entre lui et son téléphone? Effectivement, dans la reconnaissance faciale, il y a beaucoup de travail qui est fait en ce moment sur ce qu'on appelle la liveness, donc pour prouver que quelqu'un est bien là, en chair et en os, et pour éviter l'usurpation d'identité. Et en fait, le dernier point, c'est d'augmenter la confiance, être sûr qu'on connaisse bien les individus, qu'ils soient identifiés et qu'il y ait justement cette convergence. Et on peut le faire en ajoutant différents modes de biométrie, ce qu'on appelle des modes. C'est-à-dire qu'on peut faire la reconnaissance faciale, on peut ajouter la voix, on peut ajouter le comportement, la manière dont la personne peut effectivement utiliser son téléphone. Et donc ça nous permet d'augmenter le niveau d'assurance et d'augmenter ce score de confiance sur lequel on va ou non autoriser une transaction ou un accès. Donc ça, ce sont effectivement les cas d'usage de la biométrie dans le monde en ligne. Et finalement, quand on reconnaît un visage, quand on l'a pixelisé, processé, comment ça se passe? Il y a trois grands axes qu'il faut avoir toujours en tête en termes de technologie et pour vraiment avoir confiance dans cette technologie. Donc les trois axes sont les suivants, c'est la donnée, les algos et le cas d'usage. La donnée biométrique est considérée au sens du RGPD comme la donnée la plus sensible d'un individu. Ça nous appartient, c'est lié à notre identité. Et la question, c'est comment est-ce que les fournisseurs de services vont protéger ces données. Donc, en termes de droit d'accès, qui accède, en termes de chiffrement, comment elle est cryptée. Et on va aussi essayer de travailler sur être le moins gourmand possible en termes de données. À l'heure actuelle, pour former un algorithme de reconnaissance d'image et de reconnaissance faciale, il faut à peu près 1 million de visages. C'est la base d'entraînement, la taille d'enregistrement de visage. Il commence à arriver des techniques qu'on appelle de frugal learning, donc de l'apprentissage frugal, qui peuvent faire les mêmes choses, moyennant beaucoup de calculs mathématiques, avec 7000 images. Donc l'idée, c'est d'être capable, petit à petit, de rationaliser et d'être moins gourmand en données à l'origine pour créer ces algos. Et puis par ailleurs, de plus en plus, on va avoir des traitements qui sont faits on the edge, donc à la limite, donc dans les appareils photo, dans les caméras, et finalement ne seront transmis que la représentation mathématique et pas la donnée complète qui pourrait être interceptée. Donc ça, c'est vraiment la minimisation de données et la protection des données. Ensuite, il y a les algos, et ils font beaucoup parler d'eux en ce moment, notamment la question du biais algorithmique. Est-ce qu'un algorithme va avoir le même niveau de performance, le même niveau de précision, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, quel que soit son âge, quelle que soit son origine ethnique?
Donc ça, c'est un sujet extrêmement important, qu'il va le devenir encore plus dans les années à venir. On pense même, et on est persuadé qu'il y aura des certifications qui seront faites sur les algos, et que ce sera une obligation légale. Et pour se préparer, il y a 3 choses importantes qu'il faut avoir en tête. La première, c'est qu'il faut être capable de mesurer sa performance, quels que soient justement ces groupes, pour être sûr que quelle que soit la personne qu'on veuille vérifier, on ait toujours le même niveau de performance et de précision. Ensuite, la question, c'est d'être capable d'avoir de bonnes bases d'entraînement. Il y a 2 choses à prendre en compte. C'est d'une part avoir des bases d'entraînement qui soient équilibrées, où on ait des populations qui soient représentées de manière homogène et qui soient aussi correctement labellisées. Donc effectivement, ça c'est un travail souvent qui n'est pas encore bien pris au sérieux, mais c'est d'être sûr que quand la base d'entraînement nous dit qu'il s'agit de tel individu, on ait les bonnes caractéristiques pour ne pas tromper l'entraînement de l'algorithme. Et enfin, très important, c'est la capacité à mettre à jour régulièrement et à tester en flux de prod, donc avec de l'A/B testing, l'algorithme pour être sûr qu'il n'y ait pas de régression, quelle que soit la catégorie ou les gens qu'on vérifie, et qu'on soit capable de mettre à jour souvent si on peut améliorer la performance et la précision. Et enfin, le dernier point, c'est le cas d'usage, c'est-à-dire qu'en fait, on serait tenté d'utiliser la reconnaissance faciale à plein d'applications qui n'ont pas besoin de reconnaissance faciale. Si on prend un exemple, un supermarché pourrait avoir besoin de savoir où passent les gens dans leurs rayons pour savoir où mettre les produits et comment fluidifier le parcours client dans un supermarché. Donc naturellement, il a déjà son réseau de surveillance, donc il va rajouter la reconnaissance faciale, et qui est probablement un petit peu overkill, puisque finalement, il va récupérer plein d'infos sensibles, les visages des gens, alors qu'il peut très bien, puisqu'il ce qui l'intéresse, c'est où se déplacent les gens sans savoir qui ils sont, faire de la biométrie autour des vêtements, par exemple, qui sont une donnée éphémère. Donc la personne avec un manteau rouge, elle s'est baladée de telle manière, est allée de rayon charcuterie aux bouteilles d'eau, en combien de temps. Donc, voilà. Donc là, si on fait ce genre de traitement, on ne traite pas de données sensibles des utilisateurs. De la même manière, dans beaucoup de cas d'usage de la biométrie faciale, en fait, ce qui intéresse les opérateurs, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas dans une foule quelqu'un qui tombe dans les pommes et pour pouvoir lui envoyer le plus vite possible des secours. Et là, de la même manière, on commence à développer des outils et des algorithmes de détection d'événements qui permettent donc de ne plus forcément traquer les gens, mais de se concentrer sur ce qui est important, sur un évanouissement ou une valise abandonnée, par exemple. Donc ça, c'est effectivement de bien travailler sur le cas d'usage pour ne pas systématiquement utiliser une biométrie qui serait trop intrusive. Enfin, dans le monde en ligne, il y a plein de solutions qui existent pour pouvoir intégrer de la biométrie dans son application et de la reconnaissance faciale dans son application. En effet, c'est très facile. À partir du moment où on a un smartphone, on a un appareil photo, et à partir de là, on peut utiliser l'image pour développer un cas d'usage pour ses utilisateurs. Donc, il y a 3 grandes familles de vendors, de fournisseurs. Les premiers, c'est les historiques. Donc, dans les historiques, il y en a 3 qui se démarquent en termes de performance, qui sont là depuis une trentaine d'années, dont 2 français, donc peut-être à cause de la culture mathématique, en tout cas qui fournissent des solutions auprès des gouvernements, qui ont été testées, éprouvées et validées aussi par la société civile. Donc là, le niveau de confiance, le niveau de performance, d'équilibre aussi en termes de catégories de personnes vérifiées est très bon. Par contre, en termes de coûts et d'intégration, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, les fournisseurs de cloud se sont lancés dans l'utilisation de la biométrie, parfois en générant beaucoup de bruit. Quand on prend alors je ne vous parlerai pas des fournisseurs chinois qui eux-mêmes, on va parler de la Chine tout à l'heure, mais qui ont eux-mêmes des stratégies de déploiement. Si on prend les 3 gros américains, donc Google, Amazon et Microsoft, chacun a son approche de la reconnaissance faciale. Donc Google, suite à une pression très forte de ses employés, en fait, ne commercialise pas d'API de reconnaissance faciale. Ils font de la reconnaissance d'image, mais pas de la reconnaissance d'individus. Amazon a une solution, mais qui est très décriée, surtout aux États-Unis, notamment dans les cas d'usage policier,
et notamment sur ses performances en termes d'équilibre et de biais algorithmiques. Ils y travaillent très fortement, mais elle est assez critiquée. Et en dernier, vous avez celle de Microsoft, qui marche très bien aussi, et sur lequel ils ont une position aussi très avancée en termes de capacité de déploiement, environnement législatif, et effectivement, ils réclament plus de guidelines pour pouvoir déployer la biométrie dans l'espace public et en ligne. Et enfin, il y a beaucoup de startups, beaucoup en Asie, mais beaucoup aussi en Occident. Et là, c'est difficile, effectivement, de faire le tri entre ce qui est fait par de l'intelligence artificielle ou du traitement algorithmique et ce qui est fait à la main. Donc, pour vous donner un exemple, la plus grosse start-up qui fait de la vérification d'identité, donc le fameux KYC dont je vous parlais, c'est-à-dire prendre une photo d'une pièce d'identité, prendre une photo d'un selfie et faire la comparaison des deux. Elle a 35% du marché, mais elle a aussi 3000 personnes en Inde qui font la vérification à la main dans les 5 minutes. Donc là, on a, en termes de conservation de la donnée privée, c'est questionnable. Donc là, ces trois types de fournisseurs fournissent des API qui sont consommables pour des services en ligne. Mais finalement, même si c'est très simple, techniquement, il y a un enjeu légal important. Donc, en France et en Occident en particulier, il y a un cadre réglementaire qui est le GDPR, RGPD, pardon, en français. On n'est pas en Chine, où en Chine, effectivement, la reconnaissance faciale est largement déployée, et le but étant de maintenir l'harmonie communautaire. En France, donc, la réglementation est extrêmement précise. La donnée biométrique, c'est considéré comme la donnée la plus sensible. Donc, elle est soumise dans l'espace privé et en ligne à la réglementation. Donc, les données doivent être protégées, l'article 25. Le cycle de vie doit être visible pour l'utilisateur. Il doit pouvoir exporter ces données ou les faire effacer avec le droit à l'oubli. Et surtout, l'information et le consentement doivent être clairs. C'est-à-dire que si vous utilisez la reconnaissance faciale dans votre application, vous devez lui dire qu'il prend une photo à des fins de vérification. Et vous lui expliquerez dans vos TNCs comment vous traitez sa photo. Autre point important, c'est que l'ensemble de la protection de données, c'est fait, comme je disais précédemment, avec du chiffrement et du contrôle d'accès de données. Tous vos développeurs n'ont pas forcément accès aux photos de vos utilisateurs. Dans l'espace public, par contre, c'est encore plus contraint, ça faut le savoir, c'est que pour déployer de la biométrie dans l'espace public, il faut un décret du Conseil d'État, dans lequel on explique bien le niveau de proportionnalité entre la solution, pourquoi vous collectez les visages de vos utilisateurs et qu'est-ce que vous voulez en faire par ailleurs. Donc ça, c'est effectivement un enjeu fort. Et donc, quand on regarde la techno, quand on regarde les enjeux de la numérisation du monde, la biométrie dans cette convergence entre le monde numérique, le monde physique et le monde civil est vraiment le pilier et la pierre angulaire de cette convergence. Merci beaucoup.